6 milliards de dollars. Il suffit de prononcer ce chiffre, 6 milliards de dollars, pour sentir le poids de la tentation. Imaginez un instant. Dans une salle de conférence feutrée, des diplomates étrangers posent cette offre sur la table du Burkina Faso. Un chèque, une promesse, un appât doré. On voit déjà dans les yeux de certains ministres la lueur de l'espoir. 6 milliards de dollars, c'est la perspective de routes asphaltées, d'hôpitaux flambant neufs, d'écoles ouvrant leurs portes dans les villages les plus reculés. Mais, et si derrière cet argent se cachait autre chose? Car la réalité, c'est que derrière ces chiffres mirobolants, se cache un piège subtil, dont les conséquences dépassent de loin le présent immédiat. Ce n'est pas seulement une question de billets, de liasses ou de chiffres sur un écran. C'est une partie d'échecs où chaque mouvement engage l'avenir d'un peuple tout entier. La scène s'est répétée, encore et encore, depuis l'indépendance des nations africaines. Une aide massive arrive, mais la facture, elle, est toujours salée, et souvent payée en silence. Le Fonds monétaire international, cette institution dont le nom fait trembler ou espérer selon les circonstances, a fait une proposition choc, 6 milliards de dollars, à condition de renouer avec la dette, la dépendance et le silence imposé. Il ne s'agissait pas d'un cadeau, ni même d'un vrai partenariat. C'était un pacte dangereux, une sorte de marché de dupes, exigeant que le pays abandonne sa voix et son influence croissante sur la résistance africaine. En échange de cet argent, le Burkina Faso devait rompre avec ses alliés du Sahel, cesser tout geste d'indépendance monétaire et ouvrir à nouveau la porte aux vieilles recettes dictées de l'étranger. Contre toute attente, le président du Burkina Faso a dit non. Un non public, clair, retentissant, dénué d'ambiguïté. Cette décision a pris de court les capitales occidentales. À Washington, à Bruxelles, à Paris, la stupeur s'est mêlée à la crainte. Et si ce refus devenait un exemple? Imaginez la scène. Des diplomates réunis en urgence, les téléphones qui chauffent, les analystes qui rédigent des notes alarmistes. Car dans le passé, jamais ou presque un pays n'avait osé répondre ainsi, frontalement, à une telle offre. Accepter, c'était risquer de céder pour toujours la souveraineté durement conquise. Refuser, c'est affronter l'isolement, l'étouffement économique, et la colère de ceux qui, depuis des décennies, dictent les règles du jeu mondial. Ce dilemme n'est pas seulement celui d'un chef d'État, c'est celui de tout un peuple qui, dans les rues de Ouagadougou ou dans les villages du Nord, doit peser le pour et le contre, l'urgence contre l'avenir, le besoin immédiat contre l'horizon lointain. Pourquoi alors défier autant de puissance pour refuser 6 milliards de dollars? Pourquoi sacrifier ce dont le pays a cruellement besoin, écoles, routes, hôpitaux, en rejetant une telle somme? Quel est le véritable coût de l'argent du Fonds monétaire international? Et existe-t-il une autre voie, loin de ce chantage sophistiqué? Ce choix radical du Burkina Faso cristallise une question fondamentale pour l'Afrique. Faut-il accepter la facilité de l'argent rapide ou bâtir l'indépendance sur la résistance, malgré les risques? Entrons dans les coulisses de cette offre. Regardons de près ses conditions cachées, ses implications abyssales, et le courage de ceux qui ont osé dire non. Car ici se joue bien plus qu'un budget. C'est l'avenir de l'Afrique qui se décide, et peut-être même la redéfinition du rapport de force entre le Nord et le Sud. Pour comprendre ce refus, il faut revenir sur la genèse de l'offre et sur le contexte historique qui a mené le Burkina Faso à ce carrefour décisif. Depuis l'indépendance, le pays a dû naviguer entre espoir et désillusion, entre promesses d'aide et désastres économiques. Souvenons-nous de l'exemple du Ghana dans les années 80, lorsque le pays, alors en proie à une grave crise, a accepté un plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Les milliards ont afflué, mais la monnaie a été dévaluée, les subventions supprimées, et des pans entiers de l'économie ont été privatisés. Le pays s'est relevé, mais à quel prix? Depuis plus de 70 années, l'Afrique semble jouer une partie truquée. À chaque crise, à chaque appel à l'aide, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale surgissent, promesses en main. Mais derrière chaque sourire, quel prix réel se cache? Prenons l'exemple du Sénégal dans les années 2000. Un prêt de plusieurs milliards avait permis de construire des routes et des infrastructures. Mais en contrepartie,
le pays avait dû vendre une grande partie de ses entreprises publiques à des groupes étrangers. Les bénéfices générés quittaient alors le pays, et la population, elle, voyait peu d'amélioration dans son quotidien. Pour chaque dollar prêté, c'est une liste d'exigences qui s'impose. Privatisation forcée, plan d'austérité draconien, ouverture précipitée des marchés, abandon de la monnaie nationale. Ces conditions ne sont jamais des suggestions. Elles deviennent à la règle, dictant la politique de tout un continent, sapant peu à peu sa souveraineté. Ce prétendu soutien n'est jamais neutre. Chaque prêt, chaque signature, chaque tranche libérée pousse les gouvernements africains à céder un peu plus de contrôle sur leur avenir. L'autonomie recule, la dépendance s'ancre, et l'Afrique se retrouve otage de décisions prises à Washington ou à Paris. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire au début des années 90. La rigueur imposée par le Fonds monétaire international avait conduit à des licenciements massifs dans la fonction publique, à la hausse du chômage et à des troubles sociaux majeurs. Les infrastructures poussent, les budgets se comblent, mais à quel coût? La croissance paraît, souvent, artificielle. Elle est dictée de l'extérieur, déconnectée des besoins réels des populations. Les intérêts étrangers orchestrent une dynamique où développement rime avec renoncement. On se souvient de l'histoire des mines d'uranium du Niger. Nationalisées à l'indépendance, elles ont été ouvertes aux multinationales dans le cadre de plans d'ajustement, privant le pays d'une grande partie de la richesse créée sur son propre sol. Combien de temps l'Afrique sacrifiera-t-elle ses ressources et ses ambitions au nom d'une croissance illusoire? Chaque cycle d'endettement repousse l'horizon de l'autonomie véritable. Ce soutien vanté a-t-il jamais permis à l'Afrique d'écrire sa propre histoire, ou n'a-t-il servi qu'à verrouiller sa dépendance? Le dilemme est plus brûlant que jamais. Accepter des milliards, mais perdre son droit à décider. Le continent peut-il encore accepter de vendre sa souveraineté, même pour des infrastructures flambant neuves? Mais un événement récent a tout bouleversé. Le Burkina Faso a dit non. Ce refus marque une rupture qui pourrait tout changer, pour l'Afrique et pour le monde. C'est un peu comme en Amérique latine au début des années 2000, lorsque l'Argentine, étranglée par la dette, a décidé de faire défaut et de rompre avec les institutions financières internationales. Le chemin fut difficile, mais le pays a retrouvé, peu à peu, une marge de manœuvre et une dignité politique. Un prêt n'est jamais gratuit, mais ici, le prix à payer dépasse l'entendement. Derrière chaque proposition du Fonds monétaire international, il y a une vérité brutale. L'argent n'est jamais octroyé pour encourager le développement, mais pour imposer l'obéissance. Chaque clause cache un renoncement progressif au droit de choisir sa propre voie. Privatiser les ressources, sacrifier la santé publique, rompre les alliances africaines, voilà le véritable coût de ces soi-disant milliards offerts aux nations du continent. Pour le Burkina Faso, le dilemme fut implacable. Accepter des milliards pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, ou préserver sa souveraineté. Ces prêts, sous des dehors bienveillants, enferment dans une dépossession lente, mais irréversible. Les multinationales s'approprient les richesses, les politiques sociales sont démantelées, et les liens régionaux brisés au nom de réformes. Prenons le cas du Mali, qui a vu ses entreprises de coton privatisées dans les années 2000. Les petits producteurs, jadis protégés, ont dû faire face à la concurrence de géants internationaux, souvent subventionnés dans leur pays d'origine. Résultat, une chute des revenus, la montée de la pauvreté rurale et la perte de contrôle sur une filière stratégique. Ce matin-là, lorsque le Burkina Faso a refusé ses 6 milliards, la façade de l'aide s'est fissurée. Ce refus d'obtempérer a mis à nu la manipulation qui, depuis des décennies, se dissimule derrière le mot « assistance ». Ces offres n'émancipent pas, elles enchaînent. L'enjeu dépasse les infrastructures. Il s'agit de briser le cycle infernal de la dépendance et de s'opposer à l'effacement programmé de la souveraineté africaine. La décision du Burkina Faso n'est pas qu'un symbole. C'est un acte de rupture qui révèle le cœur du système, un mécanisme de domination qui, année après année, enferme les économies africaines dans la dette et la soumission. Dire non, c'est refuser d'être captif d'un ordre où chaque dollar prêté signifie la perte d'un peu plus de liberté.
c'est aussi reconnaître que la dignité d'un peuple n'a pas de prix, et qu'aucune somme, aussi importante soit-elle, ne saurait compenser la perte de la maîtrise de son destin. Et si un pays ose s'opposer, tout l'équilibre peut s'effondrer. L'effet domino n'est plus une menace lointaine. Le Burkina Faso vient de démontrer qu'un autre chemin est possible, et que la dignité ne se négocie pas. On se rappelle l'exemple de la Bolivie, qui dans les années 2000, sous la présidence d'Evo Morales, a repris le contrôle de ses ressources gazières malgré la pression des grandes puissances. Le pays a subi des représailles, mais il a pu investir davantage dans la santé et l'éducation, prouvant qu'il existe une alternative. L'histoire du refus ne fait que commencer. D'autres, désormais, observent et s'interrogent. Jusqu'où faut-il aller pour protéger l'avenir de tout un continent? Le nom du Burkina Faso résonne comme une déflagration. Va-t-il contaminer tout un continent ou coûter cher à son auteur? Ce matin, un tabou est tombé et l'inquiétude s'est invitée dans les couloirs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Si un petit pays ose refuser 6 milliards de dollars, qui osera être le suivant? Du Mali au Niger, de la Guinée au Tchad, la tentation de suivre cet exemple grandit. Les regards de toute l'Afrique de l'Ouest sont braqués sur Ouagadougou. L'effet domino est redouté. Demain, ses voisins pourraient eux aussi rejeter la spirale de la dette et briser des décennies de dépendance et de partenariats imposés. Déjà, des voix s'élèvent au Niger pour réclamer l'arrêt des négociations avec les institutions de Bretton Woods. En Guinée, certains syndicalistes rappellent le courage de Sékou Touré, qui avait refusé de céder à la pression coloniale en 1958, préférant la pauvreté temporaire à la soumission éternelle. Mais cette audace porte en elle une menace, celle d'un isolement international. Les sanctions pourraient tomber, les investissements se tarir, la pression diplomatique s'intensifier. L'Afrique du Sud, dans les années 80, avait fait l'expérience de l'isolement pour une toute autre raison, la lutte contre l'apartheid, mais avait fini par triompher grâce à la résilience et à la solidarité régionale. Cela montre qu'il est possible de résister, même sous pression, à condition de s'unir et de développer des solutions locales. Pourtant, derrière le risque, une opportunité s'ouvre, celle d'une union panafricaine renforcée, unie par la souveraineté et la dignité retrouvée. Imaginez un instant une alliance économique entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée et le Tchad, appuyée par des politiques monétaires convergentes. Une sorte de plan Marshall africain, financé par les ressources locales, la diaspora et de nouveaux partenaires internationaux, comme la Chine ou la Turquie, qui acceptent des partenariats plus équilibrés. C'est peut-être l'occasion pour l'Afrique de miser sur elle-même, favoriser un développement autocentré, imaginer des monnaies entièrement africaines, relancer des politiques souveraines façonnées par les besoins locaux et non plus dictées depuis Washington ou Paris. Cette rupture pourrait déclencher une vague inédite de créativité économique, forcer les États à coopérer, à mutualiser leurs ressources et à inventer des solutions loin des diktats extérieurs. On pourrait voir naître des coopératives agricoles panafricaines, des universités d'ingénierie partagées, des banques de développement continentales, capables de financer des projets d'infrastructure sans recourir aux capitaux occidentaux. Le pari est immense. L'Afrique joue ici son avenir, et peut-être celui de générations entières. Mais la riposte occidentale s'annonce implacable, les obstacles seront nombreux, et la réussite reste incertaine. À chaque heure, le Burkina Faso joue son sort, et peut-être celui de tout un continent. Cela rappelle le cas de l'Inde après son indépendance, qui avait choisi la voie du non-alignement et du développement autocentré, multipliant les défis, mais préservant sa souveraineté. Tout dépendra de la capacité du Burkina Faso à tenir bon et à entraîner ses voisins. Le monde retient son souffle, attendant le prochain mouvement. Des ONG africaines préparent déjà des campagnes de sensibilisation. Des économistes burkinabés planchent sur des stratégies de résilience et la société civile s'interroge. Comment soutenir, dans la durée, ce choix historique? Et si la plus grande richesse n'était pas une question d'argent, mais celle de pouvoir choisir librement? Lorsque le Burkina Faso a refusé plus de 6 milliards de dollars, il a préféré la dignité à la facilité. Ce rejet n'est pas qu'un simple non.
il est devenu une leçon vivante sur la puissance de la souveraineté. Reprendre le contrôle de ses propres ressources, c'est décider seul des règles du jeu. Qui en profite? Pourquoi? Comment? Désormais, chaque politique publique et chaque alliance régionale peuvent être pensées dans l'intérêt du peuple, sans pression extérieure. C'est la liberté de s'entourer de partenaires qui respectent l'indépendance, de bâtir des ponts solides entre voisins partageant le même rêve. On voit déjà, à Bamako et à Niamey, des discussions naître autour de la création d'une monnaie commune du Sahel, indépendante du franc CFA, pour échapper à l'influence extérieure. Mais la souveraineté va bien au-delà des discours politiques. Elle s'invite dans la vie quotidienne. Un développement durable, vrai et profond, ne peut s'enraciner que là où les choix ne sont pas achetés avec des prêts empoisonnés. Dire non à l'argent facile, c'est miser sur un futur où écoles, hôpitaux et routes servent réellement la population, pas les intérêts de créanciers lointains. Ce pari courageux inspire la société civile, oblige les dirigeants à revoir leurs priorités et fait naître dans la jeunesse africaine un nouvel imaginaire possible. Lorsqu'un pays ose refuser, il ouvre une brèche. Il prouve que l'alternative existe, que la soumission n'est pas une fatalité. L'exemple burkinabé devient moteur et invitation à refuser la dépendance et à construire, pierre après pierre, une prospérité souveraine. Il y a une force cachée dans le fait de dire non, même avec peu de moyens. Refuser de brader son indépendance, c'est transformer une faiblesse apparente en levier de puissance. La vraie richesse réside alors dans la capacité de dire non et de poser ses propres conditions, sans trembler. Mais ce choix n'est pas sans péril. Accepter l'argent facile, c'est risquer de perdre la seule opportunité de bâtir un avenir autonome. C'est s'exposer au piège d'un système où la dignité se troque contre des prêts qui s'évaporent, où la souveraineté s'efface devant la tentation du court terme. Prenons l'exemple de la Grèce au lendemain de la crise de 2008. En acceptant les plans d'austérité, le pays a vu sa jeunesse fuir, ses entreprises se vendre à l'étranger et la pauvreté exploser. Voilà pourquoi ce refus historique concerne chaque Africain, chaque citoyen du monde. Il redéfinit ce que veut dire être maître de son destin, aujourd'hui comme demain. La fierté de choisir, même dans l'adversité, devient un acte fondateur pour chaque nation. Mais une question demeure. Ce choix audacieux peut-il vraiment changer la donne pour l'Afrique entière? L'histoire du Burkina Faso ne fait que commencer. Vous aussi, vous pouvez dire non, et ainsi écrire l'histoire. Que vous soyez simple citoyen, entrepreneur, enseignant ou étudiant, vous avez le pouvoir de refuser la facilité trompeuse pour exiger des choix authentiques. Soutenir des circuits courts, privilégier les produits locaux, investir dans l'éducation de la jeunesse, voilà des actes concrets pour bâtir l'indépendance, jour après jour. Voilà la leçon immense à retenir aujourd'hui. Quand le Burkina Faso a refusé les 6 milliards de dollars du Fonds monétaire international, il ne s'agissait pas simplement de repousser une offre, c'était l'affirmation claire que la souveraineté d'un peuple n'a pas de prix, qu'elle ne se négocie pas, qu'elle ne se vend pas. Ce non, c'est un acte fondateur, la preuve qu'il est possible de défendre la dignité et l'avenir collectif face aux sirènes de l'argent facile. Pendant trop longtemps, la dette a servi de chaîne invisible pour maintenir les nations africaines sous contrôle. Chaque aide arrivait avec ses exigences cachées, chaque partenariat masquait un abandon progressif de la souveraineté. Combien de routes construites en échange de la perte de nos ressources? Combien de milliards acceptés au prix de notre voix, de notre indépendance, de notre unité? Aujourd'hui, la démonstration est faite. L'Afrique peut tracer sa propre trajectoire sans se soumettre à des diktats extérieurs. Ce choix était risqué, mais il était vital. Dire non, c'est accepter l'isolement, la pression internationale, la stigmatisation. Mais c'est aussi ouvrir la voie à l'espoir, montrer à chaque dirigeant africain que l'alternative existe, que l'indépendance économique n'est pas un rêve impossible, mais une décision politique courageuse. Chaque peuple, chaque nation, peut choisir de ne plus sacrifier son avenir pour un billet, aussi gros soit-il. Refuser cet argent, ce n'est pas ignorer les besoins de développement. C'est affirmer que le vrai progrès se construit sur la liberté de choisir, sur la maîtrise de ses propres richesses,
sur l'union des volontés africaines pour dessiner un destin partagé. Si nous ne retenons pas cette leçon, si nous continuons à vendre notre souveraineté contre quelques infrastructures ou une stabilité passagère, alors nous condamnons notre avenir à rester éternellement à vendre. Il n'y aura ni dignité, ni force, ni bonheur pour un continent enchaîné par la dette. Ce moment appartient à tous les Africains, mais il interpelle aussi le reste du monde. L'Afrique n'est pas un simple marché, mais un continent debout, fier, qui réclame le droit de choisir son propre chemin. Cette décision résonne du Sahel à l'Afrique australe, de Dakar à Addis Abeba. Elle exige vigilance et courage, car rien ne sera facile. Mais elle donne à chacun le pouvoir de dire non et d'être l'auteur de son histoire. Rappelons-le, la souveraineté n'a pas de prix. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Demain, chaque peuple africain peut relever ce défi, refuser de céder son avenir et s'ouvrir au vrai développement, celui qui ne dépend d'aucune signature sur un prêt venu d'ailleurs. Pour aller plus loin, voici quelques pistes concrètes à envisager pour bâtir une alternative solide. Premièrement, promouvoir l'éducation et la formation technique, afin de développer une génération capable d'innover localement. Par exemple, le Rwanda a investi massivement dans la formation d'ingénieurs et de spécialistes en agriculture, ce qui a permis de doubler la productivité agricole en moins de 15 ans. Ce modèle peut inspirer d'autres pays en insistant sur la nécessité de produire localement ce qui est aujourd'hui importé. Deuxièmement, encourager la création de banques africaines de développement. Le Nigeria et l'Afrique du Sud ont déjà initié des fonds souverains qui financent des projets d'infrastructure sans recourir aux grands bailleurs occidentaux. Imaginez un fonds panafricain, abondé par les diasporas et les ressources naturelles, pourrait transformer la donne et donner aux pays africains la capacité de choisir leurs priorités. Troisièmement, valoriser les ressources locales plutôt que de les exporter brutes. Le Botswana, en exigeant que le diamant soit taillé dans le pays avant d'être exporté, a pu créer des milliers d'emplois qualifiés. Le Burkina Faso, riche en or, pourrait s'inspirer de cette expérience pour industrialiser localement sa filière aurifère, augmenter la valeur ajoutée et réduire la dépendance aux marchés internationaux. Quatrièmement, investir dans la santé publique et l'innovation médicale. Durant la pandémie de Covid-19, le Sénégal a développé des tests rapides à faible coût, reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Cette réussite montre que l'Afrique peut, par l'innovation, construire des solutions adaptées à ses propres besoins sans attendre les financements extérieurs. Cinquièmement, renforcer les coopérations régionales. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a déjà mis en place des initiatives de mutualisation des réserves alimentaires et énergétiques. Aller plus loin, c'est imaginer des réseaux de transport, d'électricité et de télécommunications interconnectés, financés et gérés par les États africains eux-mêmes. Enfin, promouvoir une diplomatie offensive, capable de nouer des partenariats avec des puissances émergentes, tout en maintenant l'autonomie de décision. L'Éthiopie, en négociant avec succès la construction de son grand barrage sur le Nil sans céder aux pressions extérieures, a montré qu'il est possible de défendre ses intérêts stratégiques. Chacune de ces pistes exige de la volonté politique, de la patience et une mobilisation continue de la société civile. Mais elles offrent une feuille de route vers une souveraineté réelle, loin des illusions de l'argent facile. En conclusion, l'histoire retiendra ce jour où le Burkina Faso a dit non. Ce refus n'est ni une fin, ni une simple posture. C'est le début d'un chemin, difficile mais porteur d'espoir. Il appartient désormais à chaque Africain, à chaque citoyen du monde, de s'en inspirer et de bâtir, ensemble, un avenir où la souveraineté n'est plus un mot, mais une réalité vécue. La question n'est plus « Combien vaut la souveraineté d'un peuple ?» mais « Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la défendre, la protéger, la transmettre aux générations futures ?» N'attendons pas que d'autres écrivent l'histoire à notre place. Osons dire non, osons inventer, osons croire en nous-mêmes. L'Afrique en est capable. Le Burkina Faso vient de le prouver.